Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof, situé dans les Vosges alsaciennes, représente une page sombre de notre histoire. Unique camp de concentration nazi établi sur le territoire français actuel, il fut créé après l'annexion de l'Alsace par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 1944, 50 000 déportés ont franchi ses portes. Dans des conditions inhumaines, 17 000 d'entre eux y ont perdu la vie. Au-delà des travaux forcés et des conditions de détention épouvantables, le Struthof fut également le théâtre d'atrocités médicales où des médecins nazis utilisaient les déportés comme cobayes pour leurs expérimentations. Ce lieu de mémoire témoigne aujourd'hui des horreurs perpétrées par le régime nazi sur le sol français et nous rappelle notre devoir de mémoire envers ceux qui ont souffert et péri. Struthof, c'était un emplacement de baraquement noir, entouré de barbelés électrifiés, et des êtres à l'intérieur qui étaient rasés, des gens qui portaient des tenues civiles avec dans le dos des grands X peints à la peinture rouge avec 2 N. On ne sait pas ce que c'était. NN, Nacht und Nebel. On entrait dans cette ambiance que nous devions disparaître là. D'ailleurs, l'officier allemand qui nous a réceptionnés, devant la porte, nous a dit « Voilà la porte d'entrée, la sortie est en bas ». On ne savait pas ce qu'il voulait nous dire. Mais quand on est descendu en bas du camp, arrivé sur une petite place, un baraquement avait surmonté une cheminée qui fumait, qui sentait mauvais, qui sentait la chair brûlée. C'était le crématoire. On a compris ce que c'était que la sortie. Le 23 novembre 1941, le palais universitaire de Strasbourg, en Alsace annexée, est le théâtre d'une cérémonie grandiose. Une fanfare retentit tandis que 800 personnalités, universitaires, chercheurs, politiques et journalistes, majoritairement affiliés au parti nazi, se pressent dans le hall où se côtoient tenues d'apparat et uniformes militaires. L'événement marque l'inauguration de la Reichsuniversität Strasbourg, une institution que le régime nazi ambitionne de hisser au rang de vitrine de la science allemande, avec l'objectif avoué de surpasser la renommée de la Sorbonne. Pour ce projet, le Reich a mobilisé ses scientifiques les plus éminents, des universitaires reconnus qui devront mettre leur expertise au service de l'idéologie raciale nazie. Parmi les professeurs assistant à la cérémonie se trouve August Hirt, un médecin de 43 ans. Cet homme, dont le visage porte les stigmates d'une blessure par balle reçue lors de la Première Guerre mondiale où il s'était engagé volontairement, se distingue par son ambition et ses convictions racistes et antisémites. Un profil qui correspond parfaitement aux attentes du régime pour cette nouvelle université. Dans les années 1920, il choisit de se consacrer à la médecine et tout particulièrement à l'anatomie. Puis, en 1933, il rejoint la SS et 4 ans plus tard, le parti nazi. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, August Hirt participe à la campagne de France en tant que médecin-chef SS. Pour le récompenser de ses loyaux services, il est nommé directeur du département d'anatomie de la nouvelle Université de Strasbourg. Dès son arrivée en Alsace annexée, Hirt s'investit pleinement. Il rejoint l'Einnerbe, la Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, une organisation nazie dont l'objectif est de prouver la supériorité raciale des Aryens. Ainsi, un groupe de recherche est spécialement créé pour le docteur Hirt, la section H. Le professeur Hirt y exerce et y prend tous les droits, y compris celui d'utiliser des humains comme cobayes pour ses expériences. Et pour trouver ce qu'il appelle du matériel humain, August Hirt n'a qu'à piocher parmi les prisonniers du camp de Natzweiler-Struthof, un camp de concentration situé à seulement 60 km de ses bureaux. Sur les pentes escarpées des Vosges où autrefois les habitants faisaient du ski,
les baraquements du camp de Struthof s'étirent. Les détenus se déplacent péniblement entre les rangées de barbelés et les miradors qui dessinent les limites d'un calvaire quotidien. Perché à 800 mètres d'altitude, le camp est exposé aux plus rudes conditions climatiques. L'hiver alsacien apporte son lot de souffrances avec des températures glaciales qui descendent parfois jusqu'à moins 20 degrés. L'été n'offre aucun répit. Sans la moindre ombre, la chaleur devient alors suffocante. Les déplacements constituent un supplice dans ce camp construit à flanc de montagne, un interminable escalier aux marches irrégulières, que les déportés ont tristement baptisé l'escalier du diable, incarne à lui seul la cruauté des lieux. Créé le 1er mai 1941, sur ordre direct de Heinrich Himmler, le Struthof est le seul camp de concentration construit sur le territoire national français. À ce moment-là, l'Alsace n'est pas française, la région a été annexée par le Troisième Reich. Au printemps 1941, le paisible site du Struthof, qui est situé près du village de Netzweiler en Alsace, se transforme donc en camp de concentration. 300 déportés sont contraints d'y construire leur propre prison. Routes, clôtures, baraquements. Le commandant du camp, lui, s'approprie une villa avec une piscine, et ses hommes SS occupent les habitations environnantes. La salle des fêtes est transformée en four crématoire. Dès 1942, l'exploitation de la carrière de granit rose voisine commence, marquant l'expansion du camp. Des prisonniers de toute l'Europe y convergent, des soviétiques, des polonais, des tchèques, des allemands, des luxembourgeois, mais aussi des alsaciens et des lorrains, qui sont principalement des résistants et des opposants politiques. Leur quotidien est fait de travail forcé. Pourquoi eux ? Eh bien, dans ce camp, à la base, il n'y avait pas de juifs, car Hitler voulait construire une Allemagne forte, belle, avec des bâtiments splendides, laissant penser à Rome, et ne voulait pas que la sous-race, comme il le disait, participe à cette édification. Un four crématoire est construit dans l'enceinte, crachant une épaisse fumée d'odeur de chair et d'os brûlés. Dans un acte d'une cruauté absolue, les cendres des victimes servent à fertiliser le potager du commandant. La mort est partout. Les exécutions, l'épuisement, le froid, la faim et les maladies. Entre 1941 et 1945, 52 000 personnes sont internées au camp principal de Netzweiler, ou alors dans ses camps annexes. Les SS y pratiquent des actes de torture, d'une brutalité inimaginable. À l'arrivée dans ce camp, les malades sont forcés de se plonger dans un bain de désinfectant et contraints de s'allonger sur le gravier de la place d'appel. Sous les projecteurs aveuglants, le moindre mouvement est sanctionné par une exécution immédiate. Et le SS qui était dans le Mirador, la battait d'une ou deux balles, et à ce moment-là, il avait droit à plusieurs jours de permission, 3 jours je crois, des cigarettes, du saucisson, il avait tout un tas d'avantages. Lorsque parfois l'eau est chaude, ce n'est pas par excès de bonté, c'est par maltraitance mentale. Les SS forcent alors les détenus à regarder d'où provient cette source de chaleur, les flammes, les corps qui brûlent. Dès 1941, certains prisonniers sont choisis par des médecins pour servir de cobayes humains. Sous prétexte de recherche scientifique, les déportés sont exposés à des substances toxiques, du gaz de combat ou encore le typhus. Les médecins renommés de l'université de Strasbourg n'hésitent pas à tuer au nom de la science nazie. C'est notamment le cas d'Auguste Hirt. En novembre 1942, le professeur teste l'hypérite, un gaz de combat corrosif et asphyxiant. Le médecin réquisitionne une trentaine de prisonniers, les expose au gaz et photographie l'évolution de leurs lésions. Leur peau se couvre de cloques, de brûlures. Certains finissent aveugles. Plusieurs cobayes meurent au cours de l'expérience. Pendant plusieurs mois, il effectue ses travaux de recherche sur les gaz de combat. Ses collègues de la Reich Universität s'investissent également pleinement. Ainsi, Eugen Hagen, virologue de renommée, travaille sur un vaccin contre le typhus. Afin d'affiner son remède, il n'hésite pas à inoculer la bactérie à des prisonniers du camp.
Au Struthof, le biologiste Otto Bickenbach conduit ses expérimentations dans une chambre à gaz, initialement conçue pour l'entraînement des SS au port du masque à gaz. Cette installation macabre, aménagée dans l'ancienne salle des fêtes, est construite entre l'automne 42 et l'avril 1943, à la demande de la Neunerbe. Les médecins de la Reich-Universität y mènent plusieurs projets, qui sont supposés être scientifiques. Entre juin 1943 et août 1944, le professeur Bickenbach expérimente sur 40 prisonniers, un supposé traitement préventif, contre le phosgène, un gaz de combat mortel. Ces essais coûtent alors la vie à 4 détenus tziganes. La chambre à gaz devient le théâtre d'un projet encore plus abject et macabre. Le professeur Hirt, animé par une ambition démesurée et un besoin de reconnaissance historique, conçoit un plan lors de sa rencontre avec Wolfram Siever, responsable de la Neunerbe, durant l'inauguration de la Reich-Universität de Strasbourg. Dans le contexte de l'extermination des Juifs d'Europe, il propose de constituer une collection anatomique de squelettes juifs, les réduisant à de simples objets de musée, dans un projet qui illustre alors l'alliance terrifiante entre la pseudo-science nazie et la barbarie. Dans une lettre adressée à Heinrich Himmler, chef des camps nazis, fondateur de la Neunerbe, le docteur Hirt expose son projet macabre. Il y souligne l'absence de crânes juifs dans les collections anatomiques existantes et propose alors d'exploiter la guerre à l'Est pour, je cite, combler cette lacune, ciblant particulièrement les commissaires juifs bolcheviques qu'il décrit avec un mépris racial caractéristique de l'idéologie nazie. Son plan prévoit de décapiter les victimes et d'envoyer leurs têtes à l'université de Strasbourg pour, je cite, études. Himmler, séduit par cette proposition, donne son accord et octroie au docteur Hirt toute latitude pour la réaliser. Le professeur organise alors une mission de sélection au camp d'Auschwitz. Début juin 1943, 3 de ses collaborateurs s'y rendent, munis d'instruments de mesure, d'appareils photographiques et de matériel de moulage. En parcourant le camp, ils prennent alors des mesures anthropométriques et réalisent des moulages des visages des prisonniers. Au terme de cette sélection sinistre, 109 détenus juifs sont mis en quarantaine pour être transférés au camp de Netzweiler-Struthof. Le docteur Hirt insiste pour que les victimes lui soient livrées vivantes plutôt que d'être exécutées à Auschwitz. S'il veut qu'elles soient livrées vivantes, ce n'est pas par compassion. C'est uniquement pour éviter que les cadavres ne soient abîmés par le transport. 3 jours plus tard, le convoi arrive au Struthof. Les 86 juifs restants, 57 hommes et 29 femmes, sont mis dans le bloc 10, à l'écart des autres prisonniers du camp. Sur place, ils sont nourris, afin d'avoir une corpulence normale. Le 11 août, une partie des 86 déportés est rassemblée et conduite vers l'ancienne salle des fêtes, transformée alors en chambre à gaz. Sous couvert de désinfection, les SS ordonnent aux victimes de se déshabiller et d'entrer dans la pièce carrelée. Immédiatement après leur assassinat, les dépouilles sont chargées dans un camion et transportées à l'université de Strasbourg. Mais le projet macabre de collection de squelettes juifs prend fin plus tôt que prévu. À l'automne 1944, les Alliés sont aux portes de l'Alsace. À la Reich-Universität de Strasbourg, la panique s'empare du personnel. Certains médecins prennent la fuite. Auguste Wirth s'empresse d'envoyer un courrier. Le médecin demande la marche à suivre. Il propose 3 options. Garder les cadavres intacts, les détruire partiellement ou les faire disparaître totalement. Alors que toute trace des atrocités perpétrées à la Reich-Universität et au Struthof doit disparaître, c'est sa réponse. Le 25 novembre 1944, une escouade américaine entre dans l'enceinte du Struthof. Le camp est complètement désert. En effet, à leur arrivée, les soldats américains découvrent un camp vide. Les nazis ont fui en emmenant les déportés survivants. Ce qui semble d'abord être un simple poste de garde forestier abandonné révèle en réalité progressivement sa véritable nature. Une enceinte hérissée de barbelés, des amoncellements de vêtements,
un four crématoire rempli de cendres et d'ossements, et une table de dissection au cœur même du camp. Le Struthof devient ainsi le premier camp de concentration découvert par les Alliés en Europe occidentale. Une semaine plus tard, le 1er décembre, une autre découverte macabre attend le commandant Raphaël, photographe militaire français, dans les sous-sols de l'Institut d'anatomie de l'hôpital civil de Strasbourg. Il y trouve des salles entières, remplies de cadavres, certains entassés dans des cuves réfrigérées, d'autres démembrés et décapités. Les têtes sont introuvables, tout comme les portions de peau contenant les numéros de matricule, des preuves cruciales détruites à la hâte par les complices du docteur Hirt. Dans sa fuite, le médecin s'est efforcé d'effacer les traces permettant d'identifier les victimes, leurs origines et le sort qui leur avait été réservé. Quelques semaines plus tôt, il a pris la fuite avec sa fille et s'est réfugié en Allemagne. Avant de partir, il a récupéré les dents en or des 86 victimes de sa collection. Accusé de crime dans la presse, Hirt nie tout en bloc et se permet même d'écrire une lettre de réponse. Mais les preuves s'accumulent. Affecté par le décès de sa femme et de son fils lors d'un bombardement sur Strasbourg en septembre 1944, il se tire une balle dans la tête le 2 juin 1945. Fin 1946, après les verdicts rendus dans le tribunal international de Nuremberg, d'autres procès ont lieu dans la même ville, dont celui des médecins. 20 d'entre eux prennent place sur le banc des accusés. Lorsque Wolfram Siever, chef de la NNRB, monte à la barre, il est interrogé sur la collection de squelettes du docteur Hirt. Did you ever hear of Professor Hirt's skeleton collection? I asked you, did you hear about it? Avez-vous entendu parler de la collection de squelettes du docteur Hirt? You played a very active part in the creation of that collection of skeletons, didn't you? Ich habe Ihre Frage nicht im Anfang verstanden. You played an active part in the collection of those skeletons. Avez-vous participé à effectuer cette collection de squelettes du docteur Hirt? Oui. Wolfram Siever est condamné à mort et pendu en 1948. Le parcours judiciaire des complices du docteur Hirt illustre en revanche les ambiguïtés de l'après-guerre. En 1952, Otto Bickenbach et Eugen Hagen comparaissent devant la justice. Le tribunal de Metz prononce initialement une condamnation aux travaux forcés à perpétuité pour leurs crimes. Cependant, leur peine connaît une révision surprenante. En 1954, le tribunal de Lyon la réduit à 20 ans de travaux forcés. Puis, l'année suivante, les deux médecins bénéficient d'une grâce présidentielle et sont libérés. Ils reprennent leur pratique médicale et poursuivent leur carrière comme si de rien n'était. Les atrocités qu'ils ont commises au nom de la science nazie ne les rattraperont jamais. Lors d'un nouveau procès, en 1955, le tribunal militaire avait en effet estimé qu'il montrait des signes de repentir et qu'il avait adopté une attitude idéologique acceptable, ce qui a conduit à sa grâce. Après sa libération, Otto Bickenbach est retourné en Allemagne où il a ouvert un cabinet médical. En 1962, un tribunal d'honneur des professionnels de la santé de Cologne conclut que le docteur Bickenbach n'a pas failli à ses devoirs professionnels en participant à des expériences dans les camps de concentration. En 1966, le Conseil médical de Cologne a conclu qu'il n'avait pas violé l'éthique professionnelle, lui permettant ainsi de reprendre sa pratique médicale. Quant au docteur Hagen, surnommé le plus grand consommateur de cobayes humains, il effectue, après sa libération, de nouvelles recherches sur les maladies virales. Il meurt, entouré des honneurs de la communauté scientifique allemande. Cette clémence judiciaire illustre les paradoxes de la justice d'après-guerre, face aux crimes nazis, où certains responsables d'atrocités ont pu échapper à une véritable condamnation pour leurs actes. Après-guerre, l'histoire du Struthof, le seul camp de concentration nazi sur le territoire français, n'est pas oubliée. Afin d'entretenir la mémoire des lieux, un mémorial est érigé. Les présidents de la République défilent afin d'honorer la mémoire des victimes, et les survivants témoignent. Je réponds à une promesse que j'avais pu faire du fait que je suis rentré
à ceux qui ne pourraient pas rentrer de faire un témoignage. Parce que ce que nous avons vécu était quand même inimaginable. Et ceux qui mouraient disaient, si tu as la chance de rentrer, il faudra témoigner. Mais le destin funeste des 86 juifs assassinés par le docteur Hirt menace de tomber définitivement dans l'oubli. Cependant, au début des années 2000, un journaliste allemand retrouve la trace de la liste des 86 déportés d'Auschwitz. Hans Joachim Lang parvient en effet à réunir l'identité des 86 victimes grâce à une liste de matricules établie secrètement, et dont il retrouve une copie aux archives du musée de l'Holocauste de Washington. Il identifie formellement les 86 victimes, et ainsi, leur mémoire peut être réhabilitée. En 2015, le journaliste et médecin Michel Simès remet l'affaire sur le devant de la scène. Dans un ouvrage intitulé Hippocrate aux enfers, il suppose que des restes humains liés aux expériences nazies seraient toujours entreposés dans l'université de Strasbourg, ce que la faculté nie et qualifie de simple rumeur. Mais Raphaël Toledano, historien, retrouve bien dans les étagères de l'université des éprouvettes et un bocal contenant des restes de victimes du docteur Hirt. Face à l'évidence, l'université de Strasbourg décide de se confronter à ce passé douloureux. Pour faire toute la lumière sur les exactions commises par les nazis, une commission de scientifiques et d'historiens parcourt alors plus de 150 000 documents d'archives. Pendant près de 6 ans, les experts recensent alors les crimes, les expériences, les bourreaux et les victimes. Et enfin, le 3 mai 2022, la commission rend un rapport de plus de 500 pages. L'université a bien abrité les restes de peaux humaines, des victimes, des sordides expériences du docteur Hirt. Il n'existe aujourd'hui pas d'autres traces de ce passé entre les murs de l'université. Le camp de Natzweiler-Struthof demeure une cicatrice indélébile dans l'histoire de France, un lieu où science et barbarie se sont entremêlés au service de l'idéologie nazie. Ce site représente un carrefour essentiel dans notre devoir de mémoire, particulièrement significatif dans l'histoire du judaïsme en France. Il témoigne de la façon dont une nation cultivée, au cœur de l'Europe, a pu méthodiquement organiser l'extermination de populations entières, notamment juives, au nom d'une prétendue science raciale. L'histoire du Struthof nous rappelle aussi les zones d'ombre de l'après-guerre, comme l'illustre le cas troublant d'Otto Bickenbach, gracié par la France, malgré ses crimes odieux. Cette clémence paradoxale nous invite à la vigilance. La justice et la mémoire ne peuvent être considérées comme acquises. Dans un monde où les discriminations et l'intolérance peuvent ressurgir sous de nouvelles formes, le Struthof reste un avertissement permanent. Il nous rappelle notre responsabilité collective à devoir protéger les minorités et à rester alerte face aux dérives potentielles de la science lorsqu'elle se met au service d'idéologies destructrices. Ce lieu de mémoire, unique camp de concentration sur le sol français actuel, nous engage à une réflexion profonde sur notre histoire commune et notre vigilance face à toute forme de déshumanisation. Il incarne l'impératif de transmission aux générations futures pour que jamais ne s'estompe la mémoire de ceux qui ont péri dans ces lieux, victimes de la barbarie nazie. Je